Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet hyper important pour le bien-être des tout-petits. On se base sur le guide vraiment ultra documenté de Securidou qui nous aide à bien choisir le shampoing pour bébé. Prendre soin d'un nourrisson, c'est une aventure géniale, mais franchement, ça soulève une montagne de questions. Surtout quand on se retrouve planté au milieu du rayon bébé du supermarché, entouré de tous ces flacons aux couleurs pastel. Le but de notre analyse aujourd'hui, c'est de transformer toute cette confusion en clarté en s'appuyant sur des données scientifiques solides. Allez, c'est parti, jetons un œil au plan. Voici notre programme. D'abord, on va traverser le labyrinthe du supermarché. Ensuite, on verra pourquoi le cuir chevelu d'un bébé est si fragile, avant de passer à la fameuse liste noire des ingrédients. On enchaînera avec les ingrédients à privilégier, on détaillera la bonne routine de lavage, et enfin, on finira sur le traitement des croûtes de lait. Première étape, le labyrinthe du supermarché, ou comment décrypter le marketing trompeur. On a tous déjà connu ce grand moment de solitude face à ce mur infini de produits pour bébé. Les marques y vont très fort sur les mots rassurants. On voit écrit en gros ultra doux, sans larmes, naturel ou encore hypoallergénique. Le problème, c'est qu'il y a un décalage monumental entre ces slogans et la vraie composition chimique. En fait, quand on retourne le joli flacon pour lire la liste INC, c'est-à-dire la liste internationale et officielle des ingrédients, on tombe très souvent sur des sulfates hyper agressifs et des conservateurs controversés. Bref, le marketing doux c'est bien beau, mais la vraie formule chimique, c'est souvent une toute autre histoire. Et là, attention, c'est un point assez choquant. Parlons de la fameuse mention « sans larmes ». On a naturellement tendance à penser que ça veut dire que le produit est formulé de façon à être chimiquement inoffensif pour les yeux. Eh bien, pas du tout. En réalité, cette étiquette cache bien souvent l'ajout d'un agent anesthésiant léger, très souvent un dérivé de PEG. Concrètement, cet agent va littéralement endormir la surface de l'œil pour bloquer la sensation de picotement. L'irritation chimique, elle, est toujours bel et bien là, c'est juste que le bébé ne la sent pas. C'est fou, non ? La vraie leçon ici, c'est qu'il faut toujours faire confiance à la liste des ingrédients plutôt qu'aux promesses sur l'emballage. Deuxième partie, un cuir chevelu fragile. On va se pencher sur la biologie du nourrisson pour bien comprendre pourquoi tous ces produits chimiques posent un tel problème. Il y a un chiffre clé à retenir, 20 à 30%. C'est la différence d'épaisseur. Le cuir chevelu d'un nouveau-né est 20 à 30% plus fin que celui d'un adulte. Et en plus de ça, pendant les 2 ou 3 premières années de la vie, le film hydrolipidique, c'est ce petit bouclier naturel fait de sébum et de sueur qui protège la peau, n'est pas encore mature. Conséquence directe, le cuir chevelu produit beaucoup moins de sébum, il est naturellement plus sec et donc infiniment plus vulnérable aux agressions extérieures. Et c'est pas fini. Il y a aussi une sacrée histoire d'équilibre chimique. Chez un adulte, le pH du cuir chevelu est acide, situé entre 4,5 et 5,5. Mais à la naissance, le pH du nourrisson est quasiment neutre, autour de 6,5 à 7. Ce pH va devenir acide petit à petit au fil des semaines. Le gros souci, c'est que si on utilise des shampoings alcalins, on vient littéralement détruire ce processus d'acidification naturelle. Ça casse la barrière cutanée en plein développement et ça laisse la porte grande ouverte aux irritations. C'est exactement pour ça que le choix du produit doit être hyper minutieux. Troisième partie, la liste noire des ingrédients. C'est le moment de démasquer les véritables méchants de l'histoire, ces produits chimiques qu'il faut éviter à tout prix. Le nerf de la guerre, ce sont les tensions actifs. C'est ce qui fait mousser et qui dégraisse. Regardons ça de plus près. D'abord, le SLS, ou sodium lauryl sulfate. Son pouvoir moussant est énorme, mais son niveau d'irritation l'est tout autant. Pour donner une idée, en laboratoire, le SLS est carrément utilisé comme la référence absolue pour provoquer délibérément des irritations sur la peau afin de tester des crèmes apaisantes. Le SLES, juste en dessous, est un poil plus doux, mais ça reste beaucoup trop agressif pour un bébé. Ces sulfates décapent l'infime protection de la peau et provoquent une déshydratation sévère. Heureusement, il y a des alternatives parfaites, comme le coco-glucoside. Ça mousse modérément, certes, mais le pouvoir irritant est très faible. Donc pour les bébés, c'est un immense oui. Mais attention, il n'y a pas que les sulfates, la liste noire continue. Le phénoxyéthanol, par exemple, c'est un conservateur tellement controversé que l'Agence nationale de sécurité du médicament demande de le limiter drastiquement chez les enfants de moins de 3 ans. Ensuite, les tristement célèbres parabènes, fortement suspectés d'être des perturbateurs endocriniens. On a aussi le MIT et le MCIT, des conservateurs ultra-allergisants qui sont responsables de vraies vagues d'eczéma ces dernières années. Et pour finir, on fuit comme la peste les mentions génériques comme parfum, qui peuvent cacher des dizaines de molécules allergisantes non répertoriées, sans oublier l'alcool dénaturé, qui est une véritable catastrophe pour dessécher la peau. Ah, et si on pense être sauvé en achetant simplement un produit estampillé hypoallergénique, c'est une sacrée illusion. En Europe, ce terme n'a strictement aucune définition légale, rien du tout. C'est une mention totalement libre. Elle n'engage que le fabricant et ne garantit en rien l'absence totale d'allergènes. La seule et unique façon d'être sûr de la sécurité d'un produit, c'est de lire la liste INCI au dos du flacon. Quatrième partie, les ingrédients à privilégier. Parce que oui, heureusement, il existe des solutions sûres et efficaces. Franchement, décrypter des noms chimiques imprononçables au supermarché, c'est pas donné à tout le monde.
La méthode la plus simple, ça reste de s'appuyer sur de vrais labels de confiance. Des certifications comme Cosmos Organique ou Nature offrent une fiabilité extrêmement élevée. On a la garantie d'avoir des ingrédients à 95% d'origine naturelle, biologique et absolument sans sulfate agressif. Les labels BDIH ou Slow Cosmetics sont aussi d'excellents repères pour trouver des formules minimalistes et respectueuses. Quand on compare ça à la mention hypoallergénique tout en bas, dont la fiabilité est variable puisqu'elle n'a aucune garantie légale, le choix est vite fait. 5e partie, la bonne routine de lavage. Parce qu'avoir le bon flacon dans les mains, c'est fantastique, mais ce n'est que la moitié du travail. Commençons par démonter un mythe très tenace, le besoin de faire un shampoing tous les jours au bébé. C'est complètement faux. La fréquence idéale, c'est 2 à 3 fois par semaine, pas plus. Le cuir chevelu d'un nourrisson ne produit tout simplement pas assez de sébum pour justifier un nettoyage quotidien. Laver les cheveux tous les jours, c'est prendre le risque d'assécher la peau, de l'irriter, et même, de façon assez paradoxale, de provoquer une surproduction de sébum en réaction à cette agression. Alors concrètement, comment on s'y prend? C'est très simple. On mouille les cheveux à l'eau tiède, l'idéal c'est entre 36 et 37 degrés. Ensuite, on ne verse jamais le produit directement sur la tête de l'enfant, on prend plutôt une petite noisette dans le creux de la main. On masse le cuir chevelu tout en douceur en utilisant uniquement la pulpe des doigts et surtout pas les ongles. Et petite précision hyper importante au passage, il n'y a aucune raison d'avoir peur de toucher la fontanelle, cette zone un peu molle sur le dessus du crâne. Elle est parfaitement protégée par une membrane ultra solide. Enfin, le rinçage, c'est l'étape primordiale. Il faut rincer abondamment, parce que n'importe quel petit résidu de produit, même le plus doux du monde, finira toujours par irriter la peau. 6e et dernière partie, traiter les croûtes de lait. On aborde là un sujet qui génère souvent beaucoup d'anxiété chez les jeunes parents. Ces petites plaques jaunâtres et un peu grasses qui collent au crâne, c'est ce qu'on appelle médicalement la dermite séboréique du nourrisson. La bonne nouvelle pour rassurer tout le monde, c'est que 70% des bébés sont touchés durant leurs 3 premiers mois. C'est incroyablement courant. C'est juste dû à des glandes sébacées un peu trop hyperactives, souvent sous l'effet des hormones maternelles. Il faut retenir une chose essentielle, ce n'est absolument pas contagieux, ça n'a strictement rien à voir avec un manque d'hygiène et surtout, ce n'est pas douloureux pour l'enfant. Mais alors, comment s'en débarrasser proprement? La routine dermatologique est stricte mais très simple. L'étape clé, c'est d'appliquer une huile végétale pure, comme de l'huile d'amande douce, 1 à 2 heures avant le bain. Ça va bien ramollir les scames. Pendant le bain, on lave avec un shampoing doux, sans sulfate bien sûr, et on passe délicatement une brosse à poils très souple. Ensuite, on rince bien. Le point d'attention absolu, la règle d'or, c'est qu'il ne faut sous aucun prétexte gratter une croûte sèche avec un ongle. Ça risque de faire des lésions et de s'infecter. Si certaines croûtes résistent, on ne force pas. Elles partiront d'elles-mêmes au prochain lavage en répétant cette routine 2 à 3 fois par semaine. Et voilà, nous voici à la fin de cette explication. Pour conclure, posons-nous tous cette question essentielle. Que cache vraiment l'étiquette du prochain flacon acheté? Armé de toutes ces nouvelles connaissances sur les sulfates, les anesthésiants masqués derrière le joli terme sans larmes et l'importance cruciale du bon pH, il devient beaucoup plus facile de déjouer les pièges du supermarché. Protéger la peau si délicate d'un nourrisson, c'est avant tout prendre le temps de lire, de comprendre et de faire des choix éclairés par la science. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très bientôt pour une nouvelle analyse.